Chapitre 38. La bataille qui se tint sur cette plaine le premier jour n'échappa pas à la règle universelle de toutes les guerres. Les premières lignes de soldats inexpérimentés servaient à épuiser les munitions et l'énergie de l'ennemi. Pendant ce temps, les vrais militaires, les vétérans, attendaient bien sagement et empêchaient les autres de fuir, les repoussant vers le front au besoin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne et que leur tour vienne. Ainsi furent vite gâchées les vies de l'avant-garde des Tartares, bien que peu épargnées également, celle de l'Élysée, plus nombreuse, s'en sortit mieux, sans doute du fait qu'elle n'avait pas été recrutée dans le mois et avait donc bénéficié d'une meilleure préparation. La hiérarchie militaire des Tartares était totalement chaotique. Il y avait beaucoup trop d'officiers désireux uniquement d'obtenir les émoluments de leurs fonctions, plutôt que tributaires de la perspective de donner leur vie. Après une journée effroyable qui vit mourir des dizaines de milliers de novices, la nuit devint plus calme. Quelques groupes de vétérans se rencontrèrent sur le champ de bataille un peu par hasard, mais la plaine était tellement jonchée de cadavres qu'elle se révéla impraticable pour des armées en formation. Chacun des camps s'évertua donc à dégager des voies, empilant des murs de corps pour se protéger des tirs des archers. Bien loin des consignes qu'ils avaient reçues, ils créèrent ainsi un labyrinthe de dépouilles au lieu de déblayer le terrain. L'anarchie régnait sur le champ de bataille, où survivre était devenu le seul ordre acceptable pour les soldats. Le deuxième jour, le premier panda arriva de l'Est, à la tête d'une armée de 200 000 colosses de terre cuite, haut chacun de 12 coudées. Là, il constata que la moitié de ses légions avaient déjà été massacrées. Il choisit de sacrifier ses créatures d'argile dans une manœuvre surprise audacieuse. Il envoya les golems attaquer l'avant-garde de l'Élysée par le flanc. Cette infanterie sortit mécaniquement d'une forêt dense et sema un vent de panique, plus modeste que le premier panda ne l'avait espéré. Il devait toutefois alléger la pression et laisser à ses hommes le temps de se réorganiser. Sinon, ce serait la débandade assurée lors de la prochaine confrontation. Face à une attaque aussi massive qu'imprévue par le côté, les 400 000 soldats des premières lignes de l'Élysée n'eurent d'autre choix que de se retirer du champ de bataille. Ils abandonnèrent juste de quoi ralentir cet assaut. Le premier panda aurait bien aimé déclencher une offensive sur le front principal. Le moment aurait été idéal, mais il trouva les restes de son armée bien trop désorganisés et démotivés pour oser donner l'ordre d'un tel assaut. Il suivit donc les conseils de ses généraux qui, par lâcheté, prétextèrent que les troupes étaient meilleures en défense. Plusieurs d'entre eux manquaient d'ailleurs à l'appel. On l'informa que certains officiers avaient déserté, provoquant des mutineries. Il procéda à un petit lot de promotion en urgence afin de rétablir une chaîne de commandement, là où il y avait des insuffisances, mais il ne força pas. Que le nombre de capitaines soit à la baisse l'avantageait. Sur les 200 000 hommes qui lui restaient à l'issue de la première journée de bataille, environ 180 000 furent comptés comme aptes à se battre. Les autres étaient des blessés qu'on entassait dans des tentes en l'attente d'hypothétiques soins. L'air de ce plateau devint étouffant. Il charriait des odeurs d'intestins répandus sur le sol, d'urine et de chair grillée par des flammes. Bien que non éduqué aux arts de la guerre, le premier panda savait que l'armée de statues qu'il venait d'envoyer au combat serait défaite. Il lui fallait trouver une autre solution. Il espérait que la Gorgone serait remise sur pied. D'un simple regard, elle pouvait renverser la bataille en sa faveur. Au-dessus de la plaine, l'archange ne bougeait pas. Il n'intervenait pas. Pour le moment, il se contentait d'observer. Le premier panda fit venir les médecins. « Comment va la Gorgone ?» Les soignants semblaient épuisés par une nuit à suturer des plaies et cautériser des membres. Leurs vêtements portaient des taches de plusieurs couleurs de sang. Le plus vieux d'entre eux fit une moue peu engageante. « Elle se porte un peu mieux. On lui a donné un cocktail pour la gonfler à bloc, mais on manque d'informations médicales sur son espèce. Ses signes cliniques sont meilleurs, mais elle demeure catatonique. Nous avons testé si son pouvoir fonctionnait lorsqu'elle est inconsciente, mais malheureusement non. Nous n'avons d'autre choix que d'attendre. Nous pensons que dans 2 jours... »« Dans 2 jours, nous serons morts !» s'énerva le premier panda en tapant du poing sur la table. Il se tourna vers son aide de camp. « Où en est la prétendue armée de secours du magistère ?»« On l'attend pour demain. » Quels effectifs ? » Nous ne savons pas. Le premier panda fit la grimace. « Demain, nous aurons des troupes fraîches pour remplacer les soldats que nous perdrons aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore vaincus, mais l'archange a sans doute d'autres cartes dans sa manche. Restons vigilants !» « À vos ordres !» s'exclamèrent les officiers présents. La prudence était un ordre qu'ils estimaient par-dessus tout. Le premier panda se tourna vers le médecin et montra du doigt un surplomb sur le plan. « Transportez la Gorgone sur ses hauteurs avec la plus grande discrétion, je vous y retrouverai. Là-haut, vous lui injecterez ce que vous avez de plus puissant en matière de fortifiant. »« Ça pourrait la tuer !» lui opposa le docteur. « Il suffit qu'elle n'ouvre les yeux qu'un instant, débrouillez-vous. Faites aussi monter son ami une troupe de soldats d'élite. Il pourrait s'avérer utile si elle rechigne à nous aider. » Tandis que l'armée de terre cuite et les soldats de l'Élysée s'entretuaient gaiement,
Le premier panda, le médecin et une troupe d'élite gravissaient le surplomb en restant le plus possible sous le couvert des arbres. Ils s'assuraient régulièrement que l'archange n'avait pas bougé. Ils l'évitaient, immobile. « Arrêtez-vous » ordonna le premier panda. Le bois s'interrompt et il ne faut pas qu'on se fasse repérer depuis le ciel. On va faire ça ici. On avait mis des œillères et un mors de buffle à l'ours Nandi qui testait par intermittence la solidité de ses liens sans parvenir à les rompre. 4 créatures très musclées portaient les 2 troncs d'arbres nécessaires à le soulever. L'ours Nandi avait beau posséder une force incroyable, il ne réussissait pas à briser les maillons épais de 6 pouces de la chaîne qui l'enserrait. Dans cette position, il ne pouvait rien faire à part se blesser sur ses fers. Le médecin installa la civière de la gorgone. Il se prépara à procéder à l'injection. « C'est bon pour moi !» dit-il. « Vous 4, soyez prêts à agir. » dit-il à des soldats. Allez-y, docteur. Le médecin s'exécuta. « C'est un cocktail de mandragore d'europée et de gonades de tigre dans le sable de l'archipel de Kalos. Expliqua le soignant. Cela donne un regain d'énergie assez violent, mais de courte durée. Dans son état, ça pourrait marcher. » Et cela fonctionna. La gorgone se redressa d'un bond, haletante et totalement désorientée. Ses cheveux se mirent à siffler en tous sens. Son cœur battait la chamade. Stena tenta d'abaisser son bandeau, mais 4 soldats l'en empêchèrent là où 2 auraient suffi. Elle résista, mais d'un coup, ses forces l'abandonnèrent. Bonjour, Gorgone. Je suis le premier panda du magistère. Nous sommes au milieu d'un champ de bataille en surplomb de notre ennemi, et nous avons besoin de vous. Les Tartares ont besoin de vous. Une simple petite chose, ouvrir les yeux sur la plaine et mettre fin à cette folie. Aidez-nous à stopper l'archange. Pourquoi vous aiderais-je? Vous ne voulez pas sauver votre patrie des fanatiques de l'Élysée? Je travaille pour moi seul, désormais. Très bien. Dans ce cas, sachez que je dispose d'un autre argument. Il fit signe à 2 de ses soldats, qui enfoncèrent peu profondément leurs lances dans les chairs de l'ours Nandi. Le prof se mit à grogner de douleur, mais ne put parler à cause de son mort. Les cheveux de Stena s'agitèrent frénétiquement. Elle reconnut, dans les grondements, le timbre de son ami. Arrêtez immédiatement. Ah, vous avez changé d'avis? Oui, mais je vous conseille de vous assurer que mon compagnon est encore en vie et qu'il le reste longtemps. Venez avec moi, je vais vous conduire là où la vue sera meilleure. Dit le premier panda en la menant par le coude. Stena frissonna. Vous pouvez vous appuyer sur moi si vous ne vous sentez pas bien. Lorsqu'ils sortirent des fourrés, l'archange les y attendait tout sourire. Le premier panda s'abrita derrière Stena. Pauvre petit panda. Je ne crains pas les pouvoirs de votre gorgone, mais il m'ennuierait que mon armée ne puisse plus bouger. Stena reconnut immédiatement la voix. Elle l'avait déjà croisée par le passé dans l'ancienne capitale souterraine des nains d'Europée. Le premier panda regarda dans le ciel où l'archange se trouvait l'instant d'avant et où il le voyait toujours. Une illusion. Je ne vous quitte pas des yeux depuis le début de l'engagement. Je m'attendais à ce que vous utilisiez votre gorgone à nouveau. Mon double magique là-haut vous aura sans doute berné. Fuyez, minable panda. Vous m'indifférez. Je veux juste avoir une conversation avec votre ami. Le premier panda n'osa bouger. Il se contenta d'avoir une brusque sudation panique. Les cheveux de Stena mordirent l'air. Avant d'ouvrir les yeux, j'ai besoin que vous m'aidiez à résoudre une difficile interrogation, Gorgone. Derrière moi, 2 griffons portent dans les airs une statue d'un être qui vous est cher. Je vous avoue que je ne sais pas très bien quoi en faire. Les bêtes en question apparurent, leur fardeau tenu par un filet et 2 cordes. La statuaire d'une créature au corps reptilien transpercé d'un nombre très important de lames. Stena ne voyait pas et ne comprenait pas. « L'oracle » s'exclama le premier panda surpris. Si vous ouvriez maintenant les yeux sur le champ de bataille, mes griffons se pétrifieraient, et l'oracle tomberait de haut, se brisant en 1000 morceaux en touchant le sol. D'un autre côté, je pourrais aussi donner l'ordre, d'un simple geste, qu'on la lâche, et le résultat serait le même. Que faire? M'aiderez-vous à faire le bon choix? Le premier panda intervint. « Si vous nous trahissez, je demande qu'on tue l'ours Nandi. » Chuchota le premier panda à l'oreille de Stena. Mon petit doigt me dit que l'oracle n'est pas tout à fait mort, et mon autre petit doigt me dit que c'est un excellent ami à vous. S'amusa l'archange. Stena ne savait pas comment agir. Ne tardez pas à prendre une décision, dit l'archange. Cette statue est bien trop lourde pour mes griffons. Stena sentit monter en elle une rage folle. Elle était prête à changer tous ces abrutis des Tartares comme de l'Élysée en pierre pour l'éternité. Ne pouvait-il pas la laisser en paix? Elle était la dernière représentante de son espèce et la persécution continuait. Puis sa colère reflua
et laissa place à une lame de désespoir. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais décida d'expirer un bon coup. Pas question de leur montrer la moindre émotion, même si ce n'est pas mon genre de l'éther, pensa-t-elle. Face à l'impossible dilemme de devoir choisir entre son meilleur ami et son amant d'hier, Stena ne trouva qu'une seule alternative. Elle s'écarta d'un mouvement d'épaule du premier panda. Ses cheveux mordirent l'air en allant de lui à l'archange, derrière lequel une vue plongeante sur le champ de bataille s'étirait. En contrebas du surplomb, Stena entendait des créatures mourir. Sa colère redoubla. Elle porta ses mains griffues à son bandeau, passa ses doigts dessous pour le soulever. Hop, 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 ne faites pas ça, ou je tue l'ours Nandi. La menaça le premier panda. Elle hésita un bref instant, puis elle enfonça ses ongles dans ses propres yeux avec un cri de douleur rageuse. Aïe. Elle retira ses mains de sous son bandeau. Un liquide vert et blanc s'écoula sur ses joues lorsqu'elle ôta ses griffes de ses yeux crevés. Il y en avait aussi qui ruisselaient le long de ses majeurs, dressés face à chacun de ses maîtres chanteurs, et goûtés sur ses avant-bras. Comme le dit parfois un de mes amis. Allez tous vous faire enculer! L'instant d'après, Stena s'évanouit, satisfaite. L'archange accusa tellement la surprise qu'il ne vit pas le premier panda détaler dans la forêt. Amusant. Voilà qui règle tout de même un problème. Dit-il en secouant le corps de la gorgone avec son pied, un peu déçu. Il entendit une cavalcade et des... Fuyez! En provenance du bois. Prenez cette créature et amenez-la, ainsi que la statue aux côtés du stratomancien, ordonna-t-il au griffon qui volait non loin. Je vais m'occuper de ceux qui se cachent dans la forêt. En s'enfonçant sous le couvert des arbres, il ajouta pour lui. De toute façon, ça m'aurait ennuyé qu'elle soit détruite, cette statue. Je l'aime d'autant plus maintenant que je peux avoir du sang de Gorgone, ranimer l'oracle et le voir lentement agoniser. Lupin était porté par un courant qui accélérait, mais restait bien trop lent à son goût. Les semaines à naviguer avec pêcheurs, celles passées sur l'île et les 2 dernières à dériver sur son radeau, avaient laissé des marques sur son épiderme. Les 2 soleils le faisaient rôtir, et le sel de mer lui provoquait des craquelures sur la peau. Ses lèvres, notamment, s'étaient gercées et saignaient régulièrement. Il ne sentait même plus le sel qu'il piquait. Il constatait chaque jour qu'il n'avait pas prévu assez d'eau pour son voyage, et il commençait à douter de sa survie. Il mourrait assurément de soif et de faim, peu de temps après avoir franchi l'autre maelstrom, s'il tenait jusque-là. Plus grave, il craignait de tomber à court de crème lunaire. Il se rationna donc. Si une transformation en truide-garou le prenait, il risquait de détruire sa fragile embarcation et de se perdre à tout instant pour se réveiller quelque part, errant en mer et avec des capacités de nageur bien douteuses. Il aperçut quelque chose flottant au milieu des vagues. Il repêcha le corps apparemment sans vie d'un animal épuisé et qui ressemblait à un mélange de zèbre et de poisson. S'il était né en Cham, il aurait su que les poissons zèbres étaient des bêtes terrestres, contrairement à leur nom, et bien meilleurs sprinteurs de surface que nageurs. Comme celui-ci avait des branchies et respirait encore, Lupin le mit dans son filet avec sa réserve de noix de coco. Peut-être était-il comestible, au point où il en était. Dans le filet, sous la forme d'un poisson zèbre, Anorine, dont c'était la dernière revenance en date, ne reprit pas connaissance suffisamment tôt pour vivre une nouvelle expérience de noyade au sein du second tourbillon. Ce second maelstrom faisait rentrer toute l'eau du manteau externe à l'intérieur et alimenter l'océan circulaire, séparant les continents sur la surface interne de la planète creuse. L'immense siphon engloutit l'embarcation et ses occupants, l'un en train de se cramponner de toutes ses forces au radeau, l'autre inconscient dans son filet. Par le côté, les 400 000 sodas. Il y avait du coca, de l'orangina, du Fanta. tous des potes. Voilà. et- Ouais, on va péter la gueule à l'eau plate. Ouais. Ah, tiens, On est avec toi. merci, c'est gentil. Bah, de toute façon, tant que j'ai pas appuyé sur l'épée, ça. Lupin était. Est-ce qu'on a cette prise? Est-ce qu'on l'a gardée? On peut la mettre au début de cet épisode. Tant que j'ai pas de paix, ça va. Lupin. C'est clair.